Bonjour, je suis Alice Quinn. Je vous lis pendant le confinement des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. C'est un rendez-vous quotidien que je vous propose aux alentours de midi. Je vous rappelle néanmoins qu'il s'agit d'une comédie policière, c'est-à-dire que ça concerne essentiellement les lecteurs qui ont envie de se détendre, d'oublier tout ce qui pèse sur nous en ce moment et de se faire un rendez-vous quotidien avec de la bonne humeur et du sourire. Les autres, passez votre chemin. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 2. Nous avions laissé Rosie hier en compagnie des Gilets jaunes dans une négociation ardue où Sabrina, sa fille, avait proposé une idée super révolutionnaire pour attirer les médias sur les actions des Gilets jaunes. Juste à ce moment-là, des bruits de voitures, des portes qui claquent, une visite étonnante. Allez, je commence. 6. Jack se lève, important. Messieurs, dames, la petite troupe s'arrête. Il y a un homme qui porte une caméra sur l'épaule, un autre qui tient un micro au bout d'une perche, et une fille qui surfilme tout le monde avec son téléphone. C'est elle qui prend la parole. « Pardonnez notre intrusion, chers camarades, dit-elle avec un accent parisien prononcé. Je m'appelle Audrey, je suis chargée de communication. Accepteriez-vous d'être filmé quelques minutes avec notre acteur ? Foutez le camp, nous on n'aime pas les journalistes, bougonnent les bougonneurs. Quelques personnes mieux élevées protestent mollement. Oh, quand même, vous y allez fort. La fille ne perd ni le nord ni le calme. Vous n'y êtes pas du tout, nous ne sommes pas journalistes, ça n'a rien à voir. Il s'agit d'un reportage sur un acteur, c'est tout. Je me glisse vers la sortie et je surprends dehors leur fameux acteur en question, au milieu de nos potes, à côté de notre tour Eiffel. Il mange un croissant qu'il trempe dans un café. Quelques gilets jaunes l'entourent et ils discutent le coup d'un air à la fois amical, ouvrez la parenthèse, je suis cul et chemise avec le peuple, fermez la parenthèse, et condescendant. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne comprends pas pourquoi elle a dit qu'il était acteur. C'est un footballeur, pas vraiment célèbre, mais quand même, assez pour que je le reconnaisse. D'ailleurs, il discute foot avec la bande. Les techniciens sont sortis derrière moi et se sont précipités vers lui. Ils le filment avec nonchalance. Un homme en noir se tient près de lui. Il est si important qu'il a besoin d'un garde du corps. Quelqu'un lui tend un tract, je me demande pourquoi, mais lui, il pige au quart de tour. Il sort un super Mont Blanc de sa poche et il se met à faire des dédicaces, soudain plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il fout ici ? Je n'ai pas pu me retenir. Qu'est-ce qu'il fout ici, Alan Sergo ? Je demande à la fille, Audrey, en revenant sous la tente. Mouvement général d'affolement. Alan Sergo, ici ? Le footballeur ? Pas possible. Où ça ? Non. Oui. Bref, c'est la débandade. Tout le monde sort en se bousculant. Au passage, Coralie en écrase 2 ou 3. C'est à qui sera le premier à s'approcher de la star. Tout le monde est excité, admiratif et béat devant lui. Certains, intimidés, restent en retrait. La plupart des autres se précipitent avec des tracts à la main pour les faire signer. Il y a aussi des demandes de selfie. Il se prête à tout avec beaucoup de grâce. Il est tout à fait dans son élément. Je m'avance vers lui, curieuse. « Monsieur Sergo, vous êtes venu pourquoi exactement sur ce rond-point ? Et surtout, pourquoi avec une équipe de tournage ? Il n'y a aucun tournoi de foot prévu ?» Quelques rires fusent. Il me regarde droit dans les yeux. « Madame, les ronds-points sont à tout le monde, il me semble, non ? Figurez-vous que je ne suis plus footballeur, je suis acteur. Vous ne suivez pas l'actualité ?» Sa réponse m'agace. Et aussi, pourquoi il m'appelle madame ? Il me cherche là ou quoi ? C'était juste une question. Bon, d'accord, peut-être que, je ne sais pas, il paraît que des fois, j'ai l'air agressive sans m'en rendre compte. La fille qui filme avec son téléphone, Audrey, s'approche de moi et me touche le bras pour me calmer. Elle chuchote. « Laissez courir, c'est pas bien grave, ne faites pas attention. » Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Ah, il veut juste faire un peu de buzz avec des gilets jaunes. Il n'est pas méchant. Mais pourquoi ? Il fait ses débuts comme acteur dans un film qui sera projeté ce soir dans la grande salle, en compétition officielle. C'est un polar avec une romance. Love So Cœur. Ça reste entre nous. Depuis que ce film a été sélectionné au Festival de Cannes,
On ne le tient plus. Il a pris la grosse tête. Alors tout ce que je vous demande, si vous voulez bien, c'est de l'ignorer. Nous, on a réussi à voir ce qu'on voulait, quelques images où il signe des tracts à des gilets jaunes, où il fait des selfies, c'est bon, on peut remballer. Devant ma grimace, elle se dit qu'elle devrait mettre un peu plus de forme, et elle se sent obligée d'ajouter. En plus, c'est vrai qu'il est magnifique votre rond-point avec toutes ces œuvres d'art. Votre tour Eiffel, là, ça me fait penser à quelque chose, je sais plus à quoi. Oui, moi je sais, je réponds, ça vous fait penser au con dans le dîner de con. Juste vous osez pas le dire. La fille éclate de rire. Mais non, pas du tout. Elle me fixe un moment. Vous êtes franc du collier, hein? Ça doit pas vraiment vous aider pour trouver du boulot, je me trompe? Vous faites quoi dans la vie? Dépité, je réponds à mi-voix. Chômage. Enfin, pas vraiment. RSA. Mais c'est pas à cause de... que je... Ah oui? Oui, c'est parce que j'ai 3 petites et tous les boulots que je trouve, finalement, ça me coûte plus cher si je dois les faire garder quand je bosse. Alors je trouve que des CDD, forcément, très courts, pour quelques semaines ou quelques mois, ça va, j'arrive à me débrouiller pour les gosses. Elle fait une moue. 3 Eh ben, vous chômez pas surtout, vous. Franchement, elle s'éloigne en marmonnant. Aussi, pourquoi ils font tant de morpions quand ils peuvent même pas les élever? Ça me dépasse. Sabrina, à mes côtés, me serre la main et me dit « T'inquiète, maman, laisse cracher les chameaux quand la caravane passe. » Depuis quelque temps, elle invente des proverbes. Ça m'inquiète. J'ai peur de lui avoir déteint dessus. Je décide de me désintéresser de toute cette histoire et j'appelle Léo pour qu'on rentre. 7. Juste à ce moment-là, Philou, le ronchon de la bande, s'approche de la star. « C'est quoi ce cirque? Vous venez nous provoquer ici? Vous gagnez combien par mois, monsieur Sergault? Et ça vous suffit pas? Vous avez encore besoin de faire de la réclame sur notre dos? Il est joli, notre rond-point? Et nous, on est jolis aussi? Vous croyez qu'on passera comment à la télé? » Sergault se retourne, toise notre Philou, et lui dit « C'est comme ça, mon vieux, le monde est ainsi fait. Il y a de la place pour tout le monde. Toi sur les ronds-points et moi sur les écrans. Ça te défrise. » « Coupe, coupe !» s'écrie Audrey en panique. « Pas de ça, surtout pas de ça. C'est pas le bruit qu'on cherche. » Le caméraman, docile, pose sa caméra par terre. L'autre coupe son micro. Elle s'approche discrètement de son acteur et elle lui touche le bras. Il se retourne vers elle, agressif. « Ça va, Audrey, lâche-moi un peu. » Le type qui reste à côté de lui sans bouger, le garde du corps tout en noir, apostrophe Philou. « Monsieur, vous n'avez pas compris que monsieur Sergault, il en a rien à faire de vous? » « Allez, viens, dit Audrey à Sergault. »« J'ai compris, râle le footballeur, j'arrive. » Mais c'est compté sans Philou qui n'a pas eu son compte. « C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? Vous vous pointez comme ça et en plus vous nous traitez de haut? Mais je vais te casser la gueule, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Que tu peux tout te permettre? Qu'on me parle sur ce ton? Je suis peut-être pas une vedette? Je suis pas rien non plus. » Sergault détourne le regard et l'ignore ostensiblement. L'homme en noir pousse Philou. Un gilet jaune qui était sur le point de se faire signer son tract par la star prend un air désolé. « Faites pas attention, monsieur Sergault, il est toujours comme ça, il est un peu nerveux, il vient de perdre son boulot, il va bientôt perdre sa maison, sa femme, et sur le point de se barrer avec les gosses, ça le rend un peu agressif. » « Oui, je sais, dit Sergault, c'est comme ça, la France. Les gens sont jaloux de ceux qui ont quelque chose, de la réussite. J'ai l'habitude. Vous savez, moi, je me suis battue pour avoir tout ce que j'ai. Je l'ai volé à personne. »« Ça veut dire quoi ?» hurle Philou. « Vous pensez que moi, j'ai volé ?» Et soudain, il m'interpelle. « T'as raison, Rosie. On va y aller au supermarché. On va tout leur piquer à ces salopards. D'ailleurs, ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds dans un vrai supermarché. Et pourquoi tu viendrais pas avec nous ce soir et tu sortiras pas ton gros chéquier, hein, le gros malin ?» Sergault hausse les épaules. Audrey le tire par le bras et ils commencent à marcher vers leur voiture. Le garde du corps fustige notre bande du regard et lui emboîte le pas. J'ai réussi à récupérer Léo et avec les enfants, nous nous dirigeons vers la sortie du rond-point. C'est le moment que choisit Philou pour pousser un cri de guerre
courir et sauter sur le dos de l'acteur. Il n'arrive pas à beaucoup de résultats, mais tout de même, Sergo est déséquilibré et tombe sur les fesses. Immédiatement, le type en noir saisit Filou par le bras. Il lui fait une clé en lui faisant plier le genou à terre. C'est donc bien son garde du corps. Quand les copains voient Filou à terre, malmené par le gros bras, ils sautent tous sur l'homme en noir et le font basculer. Sergo, pendant ce temps, essaie de se relever et de s'éloigner discrètement de la baston pour se mettre à l'abri dans la voiture. Quelqu'un s'écrie : « Tu vas où, toi ? Tu viens ici semer la zizanie et après tu te tires ?» La révolte gronde. Le voilà soudain entouré par plusieurs hommes costauds, tandis que son garde du corps ne parvient pas à se remettre sur pied. Alan Sergo commence à être molesté sérieusement. Personne ne le frappe vraiment, mais je sens bien qu'il suffirait de peu. Il est poussé dans un sens, puis dans un autre, le lynchage n'est pas loin. Une petite voix dans un coin de ma tête me dit « Cri-cri, barre-toi vite de là, ça va tourner vinaigre, tu vas passer aux infos, et vu ton bol habituel, Borelli va encore dire que c'est de ta faute. » Borelli, c'est mon copain dans la police judiciaire. Bien que sympa et plutôt doué, il a la fâcheuse habitude de me rendre responsable de tous les maux dès qu'il me voit mêlé à quelque chose de pas clair. Il faudra encore que je m'explique, et j'ai pas que ça à faire. Si je veux gagner quelques euros aujourd'hui, il faut que je retourne au Select servir des verres aux festivaliers. 8. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout moi. Au lieu de tourner les talons, je fonce dans le tas en gueulant. « Eh les gars, ça va bien la tête, vous vous croyez où là, chez les gladiateurs? Vous voulez donner quoi comme image au mouvement des gilets jaunes? Qu'on est tous une bande de sauvages ?» J'entre dans le cercle, j'écarte les uns et les autres. La plupart, éberlués de voir une fille intervenir dans une bagarre, ressentent le syndrome du petit garçon devant sa mère et se laissent gentiment écarter. Mais il y en a un, plus enragé que les autres. Il veut en découdre et commence à me bousculer. J'essaie désespérément de souvenir des prises de catch de Gaston ou de la boxe avec les pieds qu'il pratique. Il n'y a rien qui me revient. Je lance un coup de pied en l'air et bingo, mon talon compensé se carre juste là où ça fait mal. Le type me regarde, interloqué que j'ai pu lui faire ça. À lui, il se plie en deux en gémissant. « Mais enfin, Rosie, t'es de quel côté ?» Sabrina et les jumelles ont mis un moment à réaliser ce qu'il se passait. Et les voilà à présent comme une nuée de moustiques piquant de droite et de gauche pour me libérer du cercle hostile. Je réussis à m'approcher de l'acteur. Terrifié, je le prends par les épaules et je l'emmène au culot jusqu'à sa voiture. C'est pas vraiment gagné, les copains sont frustrés, ils veulent que ça saigne. C'est le problème des phénomènes de foule. Comme disait ma mémé Ruth, si tu vois une foule, change de trottoir. Bon, j'ai réussi à le faire rentrer dans sa caisse. Je tape sur le toit de la voiture, je fais signe à Audrey, qui est déjà au volant, de démarrer et les voilà partis en trombe, en abandonnant leur garde du corps. Quand le gros baraquet voit qu'il a été honteusement lâché par son patron, il... C'est pas le coronavirus, je vous rassure. Quand le gros baraquet voit qu'il a été honteusement lâché par son patron, il laisse tomber la bataille, se relève et s'époussette. Puis il se dirige vers la table des croissants. « J'ai bien besoin d'un petit café, moi. Vous permettez, les gars ?» demande-t-il. « Moi, c'est Eric. » Le ton qu'il emploie désamorce immédiatement le conflit. « Il faut pas m'en vouloir, je fais que mon boulot. Par les temps qui courent, c'est pas évident d'en trouver. Pendant le festival, c'est l'un des moments où on travaille le mieux dans la région. J'espère que grâce à vous, je vais pas perdre mon taf, les gars, merci. » Alors là, tout le monde est consterné. Certains le prennent dans les bras, essaient de le consoler. Filou, dans ses petits souliers, s'excuse pour l'embrouille qu'il a planté tout à l'heure. Eric leur explique que les seuls qui embauchent en ce moment, ce sont des boîtes de sécurité qui ont des contrats avec des gros groupes, souvent un peu louches. C'est comme ça que je change tout le temps d'employeur, en fait. C'est un mafieux, ton boss ? Ça, je pourrais pas dire. C'est un Français. Pourquoi ? C'est le patron d'un club de foot. Bon, j'en ai assez vu. Je les laisse à leur discussion. Je me tire. En parlant d'emploi, il faut que je trouve un boulot, là. C'est urgent. En attendant, je vais demander à l'épicier de me faire un crédit pour ce soir. Il n'y a rien à bouffer à la maison.
Au moment pile où je quitte le rond-point, notre scribe, JP, me crie « N'oublie pas de venir ce soir, Rosie, pour ce qu'on a dit. Tu sais, opération rêve. » 9. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve en fin d'après-midi au lieu de bosser, pile à l'heure de l'apéro, ce qui fait pester Tony, dans un supermarché du centre-ville avec toute la bande. Je peux constater que ma mère était complètement synchrone avec les événements du jour en m'envoyant sa chanson de Dutronc sur les supermarchés. Bravo maman. On est à peu près une vingtaine à être mêlés à cette histoire. Mimi a interdit à Léo de participer, du coup il a accepté de garder Emma et Lisa au Select. Simon a été récupéré par Véro et Ismène. Mais Sabrina a tellement insisté que j'ai fini par céder et elle est à mes côtés. Elle tenait à voir comment son idée allait se concrétiser. JP a un chrono à la main et un sifflet dans la bouche, comme un prof de sport. Il doit prévenir tout le monde du moment où il faudra qu'on sorte nos gilets jaunes. Finalement, personne n'était d'accord sur ce qu'il fallait faire à la main. Ils ont décidé qu'on verrait bien. Je parle d'un plan quinquennal. Déjà, on se fait remarquer dès notre arrivée. Normal, un groupe de 20, ça se repère. Ma copine asiatique, Saïjine, me fait un signe discret de la main depuis sa caisse. C'est Jacques qui a ordonné qu'on entre en civil. Grosso modo, l'action va consister à remplir le chariot et ensuite se diriger vers les caisses. En civil, je veux dire sans nos gilets. Au coup de sifflet, on criera tous en même temps. « Désolé, on est le 10 du mois, on a déjà plus d'argent, on peut plus payer. » Sabrina n'est pas très contente. Elle trouve l'idée inachevée. Bon, c'est une puriste. Elle ne sait pas encore que le pays des adultes, c'est celui du compromis. Nous voilà tous dispersés dans les rayons. Clara a sorti son téléphone portable pour nous filmer. Il paraît qu'on est en direct sur Internet. Elle n'a pas de caddie, elle suit tout le monde et elle commente ce qu'on fait. L'opération me rappelle cette période bénie qui a été très courte, où j'avais hérité d'un argent qui ne m'appartenait pas et qu'il m'a ensuite fallu rendre. J'avais pu remplir mon caddie de tout ce qui me faisait rêver. Ça doit être à cause de cette époque que Sabrina a eu cette idée. J'avais dit aux enfants que j'avais gagné au loto. Cette fois, c'est différent, car on sait que personne ne gardera ce qu'il met dans son panier. Alors, je vais direct au rayon fringues. Je remplis mon panier de robes et de chaussures. Je vais aussi au rayon épicerie fine. Je prends du champagne, des œufs de lump, des œufs de truite, du tarama, du saumon, toutes ces choses qui me font baver et que je peux jamais me payer. J'aurais pu mettre des vrais trucs, des pâtes, du riz, du beurre, des patates. Mais je suis là pour rêver, non ? Tant pis si cette fois encore ça reste à l'état de fantasme. De temps en temps, je croise un pote du rond-point avec son chariot. Je n'aime pas trop regarder ce qu'ils ont mis dans leur panier. Je vois que Clara, qui a laissé tomber son job de reporter pour l'instant, a rempli un caddie de jouets et de cadeaux pour ses enfants. Jack fait comme moi, il n'a que des produits d'épicerie fine. C'est là qu'on reconnaît les gourmands. Une jeune fille qui parlait avec Léo tout à l'heure a rempli son chariot de mangas, de bouquins, de new romance. Et le petit jeune qui tout à l'heure croyait qu'on allait à une rave a craqué pour le rayon informatique. Coralie, plantée au milieu du magasin comme une statue de l'île de Pâques, n'a rien dans son chariot. Je vais vers elle. « Qu'est-ce qui t'arrive, Coralie ? Tu n'as pas de rêve ? Il n'y a rien qui te fait envie ici ? Je suis paumée. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis les pieds dans ce genre d'endroit. Tout est trop cher pour moi ici. Ça me fait trop bizarre. » « Viens, je vais t'aider, dit Sabrina. De toute façon, t'inquiète, c'est pour du beurre. » « Ce serait trop culotté de partir avec, dit Coralie sérieusement. Et puis c'est interdit de voler. » « Désolée, dit Sabrina, c'est pas voler qui est interdit, c'est se faire prendre. »« Tu sors ça d'où ? Je lui demande. »« C'est Marilène, c'est le conseil qu'elle m'a donné la dernière fois que je l'ai vue. Elle m'a assuré que c'était Mémé Ruth qui disait toujours ça. » Ça m'étonne un peu, je marmonne. Elle se tourne vers Coralie. « De toute façon, aujourd'hui, tu peux. C'est pas pour de vrai, juste pour s'amuser. Allez, respire un grand coup et suis-moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde ? À quoi tu rêves ? » Mon rêve, ça serait de voyager, de partir en vacances, en camping, de faire du canoë-kayak, comme on voit à la télé. Sabrina l'entraîne vers le rayon camping et je les suis pour ne pas la perdre. Elle lui remplit son caddie de matériel divers. « Tu vois, comme ça, dit-elle. Si tu sais pas, tu choisis en fonction du prix. Tout ce qui est le plus cher, tu le mets dans ton caddie. » Petit à petit, Coralie s'enhardit.
Tente, matelas gonflable, vaisselle en aluminium, sac à dos, sac de couchage, table, chaise pliante, parasol, la panoplie parfaite du petit campeur. Personne n'a le courage de lui dire que si elle utilise cette chaise, elle se retrouvera par terre et qu'elle ne rentrera jamais dans le sac de couchage. Soudain, Coralie est prise d'un fou rire, d'une crise, et elle n'arrive plus à s'arrêter. Jack nous a vus, et lui aussi se met à rire. Son rire doit être communicatif, car de part et d'autre, les gens échangent des regards et éclatent aussi de rire. C'est à ce moment-là que je remarque 2 femmes qui m'observent. Elles n'ont pas de caddie, elles ne font pas de course. Je reconnais l'une d'elles, c'est Audrey, la fille de l'équipe de tournage de ce matin. L'autre, c'est une femme d'un certain âge, en tailleur pantalon de lin blanc, très chic, perchée sur des talons carrés, genre tour Montparnasse, avec un chapeau My Fair Lady noir et blanc qui cache son œil droit. Elle va à un bal costumé. Elle reste immobile près de la sortie, mais je ne peux pas me tromper. Elles ont focalisé sur moi et elles ne me quittent pas des yeux. Elles discutent d'un air animé, très sérieuse, et Audrey semble vouloir retenir l'autre. Soudain, un coup de sifflet retentit. Tous les membres de notre bande sortent leur gilet jaune et l'enfilent. Sauf moi, bien sûr, je mets mon gilet rose. Ils ont renoncé aux cagoules parce qu'ils ont dit qu'on ne faisait rien d'illégal. Pas la peine de se cacher. C'est la panique dans le magasin. Un chef de rayon sort son téléphone portable. 2 vigiles s'avancent vers nous, plus particulièrement vers moi. Sabrina se met à scander. « No state, no state !» JP la regarde et il entame la Marseillaise. Jack se met à chanter Bella Ciao. Philou, l'international, et Clara, le temps des cerises. On aurait dû se mettre d'accord. Il n'y a pas pensé. Les aléas du direct. Nous courons vers les caisses et, arrivés devant, nous laissons en vrac nos chariots au milieu en criant « Dommage, c'est le 10 du mois, on n'a plus de sous pour faire les courses !» Pathétique, murmure Sabrina. Et c'est la débandade, tandis que les vigiles essaient de m'attraper. Pourquoi moi? J'aimerais bien le savoir. Mystère et boule de gomme. Sûrement que je dois leur plaire. Saint-Gilles me jette un regard amusé et elle pouffe de rire entre ses doigts sous le regard agacé de son chef de rayon. Soudain, je remarque une retardataire, c'est Coralie. Elle prend en photo son chariot. Elle va se faire choper, l'idiote. Je l'appelle et elle semble se réveiller d'un merveilleux songe. C'est pour le souvenir, dit-elle, des étoiles plein les yeux, un sourire béat sur les lèvres. Puis elle se met à courir, à sa façon. C'est tellement joyeux. On dirait un labrador courant après un papillon au ralenti. Sabrina et moi, nous échangeons un sourire. On se comprend. L'opération rêve, ça vaut le coup si ça rend sa gaieté à Coralie. Pendant que nous nous éparpillons sur le parking, Audrey apparaît soudain à mes côtés. Elle m'attrape par le bras, me pousse à l'arrière d'une jolie petite berline. 10. Audrey monte devant et la femme qui est au volant démarre. C'est la folle déguisée avec son chapeau. Je ne distingue pas son visage. Elle ne se présente pas, ne parle pas, rien. Elle démarre, c'est tout. Enfin, semble démarrer puisque la voiture bouge sans que j'entende le bruit du moteur. C'est un enlèvement ? Eh oh, c'est quoi cette sacoche d'embrouille ? Et ma fille ? Sabrina est restée avec Coralie. Je descends ma vitre et je l'appelle. Elle me voit, comprend la situation et court vers moi. Mon taxi s'arrête, toujours sans un bruit. Sabrina monte à mes côtés et nous voilà toutes reparties. J'entends Coralie qui dit, ahurie, « Elle va où, Rosie ? Pourquoi elle vient pas débriefer avec nous ?» C'est vrai ça, c'est quoi ce délire ? Écoutez, vous là, Audrey, vous êtes bien gentille, mais jamais j'ai dit que je venais avec vous. C'est quoi ces façons ? J'ai affaire, moi, faut que je trouve un bout. J'arrête de parler, je vais quand même pas raconter ma vie à des inconnus. Je peux pas laisser les copains maintenant. À vrai dire, je suis partagée entre des sentiments contradictoires. Je me suis bien amusée et j'ai envie de parler avec les autres de ce qu'on vient de faire. Comme je suis curieuse, j'aimerais bien entendre ce qu'ils ont ressenti quand ils ont rempli leur caddie et ensuite quand ils l'ont abandonné, ne serait-ce que pour savoir si c'était pareil que pour moi. Et aussi, je dois absolument aller négocier avec l'épicier pour ce soir. Et puis, je dois appeler quelques potes pour essayer d'emprunter du fric. Mais une petite voix me dicte aussi de suivre ces 2 starbés pour comprendre de quoi ils retournent exactement dans ce scénario parallèle. « Vous nous enlevez ?
Mais non, nous voulons seulement discuter avec vous quelques minutes. Un bruit de sirène de police se rapproche et tous les copains se dispersent dans tous les sens. Un carrefour et ça y est, ils ont disparu. Une place pour se garer se libère sur notre chemin. La dame saisit l'occasion et exécute un créneau parfait. Elle n'a toujours pas ouvert la bouche. C'est une taiseuse, semble-t-il. C'est quoi cet esbrouf? Et pourquoi votre bagnole, elle fait pas de bruit d'abord, hein? C'est une Tesla, maman, me dit Sabrina. Le Teslon, c'est pour les casseroles, Sabrina, je lui réponds. Tu confonds. Téflon, dit Sabrina. C'est pas ça que j'ai dit. Bon, si ma fille commence elle aussi maintenant à me reprendre, où on va? À bien y réfléchir, je préfère quand même, quand elle me reprend, que quand elle dit tout de travers comme moi. Bon, téflon, ok, ça n'empêche, je dis. C'est pas ça, c'est pas du téflon. Tesla, c'est la marque. Tu sais, les voitures électriques. Ah, fallait le dire, comme ils ont à la poste. Puis, en m'adressant à Audrey, je déclare. Pourquoi vous ne me présentez pas à cette dame? Audrey est mal à l'aise. La dame en question se retourne et me regarde d'un air un peu ennuyeux, de son œil unique, puisque l'autre est caché par les rebords ajourés à rayures noires et blanches de sa capeline. Elle accuse une cinquantaine un peu marquée, les cheveux blonds disciplinés à la Grace Kelly ondulent juste sur la nuque. Elle est plutôt mince, musclée même. Elle doit faire de la muscu, car ses épaules sont bien dessinées. Elle s'adresse à Audrey. Ainsi, c'est elle, la superwoman. De quoi qu'elle cause? Ah oui, c'est sûrement la baston de tout à l'heure, quand j'ai sauvé la star d'Audrey, Sergo, le footballeur devenu acteur. Superwoman, faut pas exagérer, je dis sur un ton de fausse modestie. Elle me coupe brusquement la parole et me tend une main hésitante. Je m'appelle Blanche Dorset, je suis la productrice du film présenté ce soir en compétition officielle, Love Soccer, un polar romance dans le monde du foot. Drôle d'idée, je commente. Regard exaspéré de la Blanche en question vers Audrey, qui me fixe avec de gros yeux. Blanche, sérieux, ou vous avez vu quelqu'un qui s'appelle Blanche? Je le pense, mais je le dis pas. Écoutez, elle s'embrouille un peu et elle ne sait pas comment aborder sa question. C'est quoi votre nom, déjà? C'est votre fille, là? Elle est mignonne. Vous travaillez? C'est la Gestapo? C'est l'inspection du travail? C'est les enquêtes aux fraudes du chômage ou quoi? Non, je travaille pas. Voilà, vous êtes contente? J'ai le RSA. Ça vous défrise? Échange de regards satisfait. La dame sourit. Ce que Ferrier essaie de vous dire... C'est qui Ferrier? C'est moi, dit Audrey. C'est l'habitude entre nous. On s'appelle par notre nom de famille. Je fais la grimace. Comme Borelli? Qui est Borelli? Demande Blanche Dorset, désarçonnée. Mon flic préféré. Il m'appelle toujours par mon nom de famille. Passons. Bon, vous accouchez là? Apparemment, vous avez quelque chose à me dire. Alors, allez-y, je vous écoute. C'est vrai, quoi, j'ai pas que ça à faire. Nouvel échange de regards entre les deux femmes. La dame au chapeau a l'air ulcérée par mes réponses. Ça la démange de me remettre à ma place. Mais il faut croire qu'elle a un service à me demander, car elle se retient de toutes ses forces. Sabrina est étrangement silencieuse. Elle est fascinée par la productrice. Elle attend, comme moi, la suite du programme. Vous cherchez du travail? Quelle question, je réponds. Maman, elle cherche tout le temps du travail, dit Sabrina. C'est parfait, dit la dame. J'en ai un pour vous. Garde du corps, ça vous va? J'éclate de rire. Garde du corps? Pourquoi pas pilote de ligne tant que vous y êtes? Quel rapport? Le rapport, c'est que vous êtes gentils toutes les deux, mais ça sort d'où? Mais enfin, c'est moi qui dois vous le dire. Je suis pas formée pour ce job. J'ai horreur des costards noirs, des flingues. Je pratique aucun sport de combat. Je ne porte que des talons hauts et des mini-jupes. Ah oui, j'oubliais. Je suis non violente. C'est quoi cette proposition à la noix de coco? C'est caméra cachée, votre émission? Vous êtes venu spécialement pour vous foutre de moi, c'est ça? Sabrina me tire sur la jupe. C'est pour me signaler que j'ai dit un gros mot. Elle est un peu chatouilleuse sur le vocabulaire. Moquer de moi, je veux dire. Blanche Dorset, découragée, se tourne vers Audrey. Explique-lui, s'il te plaît. C'est Sergo, il a pété un plomb depuis ce matin. Il a été traumatisé par l'agression qu'il a subie sur votre rond-point et... Oh là, l'autre, comme il se la pète, agression... Faut pas pousser, ils ont juste un peu voulu rigoler, c'est tout, c'était une blague.
Tellement drôle que vous avez dû intervenir. Je ne dis rien parce que c'est pas faux, c'était pas vraiment marrant. Bon, et alors, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Cette fois, c'est la Big Boss qui reprend la parole. Il s'est enfermé dans les toilettes de notre suite et il dit qu'il ne veut plus en sortir, qu'il n'a plus confiance en son garde du corps, qu'il n'ira pas à la projection de ce soir, soirée de gala. On a loué une grande suite au Majestic avec plusieurs chambres communicantes et... Bon, ok, chouette. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me... Coup d'œil vers Sabrina. Fasse. Ça me regarde pas, vos problèmes de gala là. C'est marrant, non, comme mot? C'est-à-dire, dit Audrey... Il vous réclame. Il a dit qu'il ne voulait que vous comme garde du corps. Il travaille pas un peu du ballon, ce type. Il m'a bien regardé. Du chapeau, dit la chef. Pourquoi vous parlez de votre chapeau maintenant? Ça vient faire quoi ici? Elle lève les yeux au ciel, mais je devine un sourire retenu. Serait-elle perméable à mon humour, je le reconnais, particulier? Je ne parle pas de mon chapeau, dit-elle. Je voulais juste dire que la bonne expression, c'est travailler du chapeau. C'est exactement ce que j'ai dit, je rétorque. Mais en plus, c'est un footballeur. J'ai adapté. D'accord, dit-elle. Moi, j'ai besoin d'une réponse. Sergo aussi. Le festival aussi. Les chauffeurs des berlines aussi. Tout le tralala a besoin de votre réponse, mademoiselle. Ah, enfin quelqu'un qui m'appelle pas madame. C'est ok, dis-je. C'est fou ce truc, je me suis levée avec cette idée en tête, trouver du boulot. Et voilà que ça me tombe tout cuit dans une Tesla. Je vais quand même pas cracher dans la soupe, hein. C'est sûr, c'est Saint-Expédite qui m'a entendu. C'est le seul saint qui réalise vos souhaits en tirant plus vite que son ombre. C'est à quelle heure? Il faut être à 21h au Majestic, dit Dorsey. Pourquoi tu te maquilles tellement? Demande soudain Sabrina, la productrice. Elle se trouble, regarde fixement Sabrina. Je sens que sous sa couche de fond de teint, elle doit rougir. Audrey Ferrier lance un regard furibond à ma fille et aussi sec sur un signe de tête discret de sa patronne déstabilisée, elle sort quelques documents d'une mallette qui était entre ses pieds. C'est quoi Tess, ce truc? Je demande, méfiante. C'est rien, c'est le contrat. Un contrat? Juste pour une soirée? Non négociable, dit Dorsey, qui a repris du poil de la bête. Et vous croyez que je vais signer ça ici? La productrice soupire. Accepteriez-vous de boire un verre avec nous, le temps de lire le document et de le signer? Nous vous invitons, bien sûr. Comme je ne refuse jamais un verre gratuit, mais que je préfère avoir le choix du terrain, je leur déclare que je suis OK, mais que ce sera au Select, dans la vieille ville. Elles acceptent tout de suite, soulagées. C'est parfait, leur dis-je. Justement, je dois récupérer mes filles et trouver un babysitter pour ce soir. Donc, vous pouvez démarrer direction le Select, dans la vieille ville. Vous connaissez? Vos filles? Demande la dame, étonnée. Vous en avez plusieurs? Justement, ne vous déplaise, il se trouve que oui, et alors, ça vous décrèpe? Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas de travail, vous vivez seul avec seulement les aides sociales. Ce n'est pas évident. Tout en finissant son raisonnement, elle a démarré la Tesla. C'est comme ça, je réponds. Elles commencent à me contrarier avec leur jugement, là. Elles ne me connaissent pas, elles savent rien de ma vie, ni de comment j'ai eu mes filles, alors... D'abord, Sabrina, je l'ai eue très jeune. Son père était un Cap-Verdien très gentil, déjà marié dans son pays, et quand j'ai compris que j'étais enceinte, c'était trop tard. Je regrette rien parce que c'est mon rayon de soleil. Ma deuxième fille, Lisa, j'étais mariée. On voulait fonder une vraie famille avec son père. C'est pas ma faute si au moment où j'allais accoucher, il est tombé amoureux d'une autre. Oui, d'accord, c'est vrai, il me fatiguait déjà pas mal. Et Emma, la fille de ma meilleure amie Yasmina, j'allais quand même pas l'abandonner à la DAS. Si, vous avez raison, je leur dis, c'est complètement débile de faire des gosses quand on est en surchauffe planétaire. Mais maintenant qu'ils sont là, le monde serait bien triste sans eux. Je serre Sabrina contre moi et je lui fais un clin d'œil. La Dorsey ferme son bec et pendant que je ronchonne dans mon coin, Sabrina les guide vers le Select. Elle trouve une place près de la rue Saint-Dizier, à 2 pas du café.